Ladies, gentlemen. Bonjour et bienvenue dans le Fox Lab, le podcast des étudiants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pour ce 4e épisode, nous allons parler de la formation continue, ce dispositif particulier qui permet aux salariés, indépendants et demandeurs d'emploi d'obtenir un diplôme, de développer de nouvelles compétences, de se reconvertir, d'évoluer professionnellement. Et quoi de mieux pour parler de la formation continue que de recueillir le témoignage d'anciens étudiants. Et à ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 2 anciennes étudiantes de la formation continue qui ont suivi à l'IAE le MAE part-time, à savoir Management Administration des entreprises à temps partiel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Anya. Bonjour. Un grand merci à toutes les deux de m'accompagner sur ce podcast dédié aujourd'hui à la formation continue et plus précisément au MAE part-time. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je vais commencer par Sylvie. Avec plaisir. Je suis directrice générale des services de la ville de Villeneuve-les-Maguelones. J'ai pour mission principale de mettre en œuvre la politique de la nouvelle équipe en place donc depuis les élections municipales de 2020 et donc de conduire la municipalité et toute l'administration à mettre en œuvre leurs projets, leur nouvelle direction politique et manager l'intégralité des équipes municipales, c'est-à-dire en moyenne 160 agents titulaires et en poste permanent ou non permanent. Et qu'en est-il pour vous, Anya ? Alors moi, je travaille pour une start-up. Ça fait 9 ans que la société existe. Pas très loin d'ici, à Castelnau. C'est une société qui produit en tout cas les images en 3D. Et moi, je fais la partie administrative pour la société. Ce sont des images en 3D que vous allez voir sur les sites de e-commerce. Et aussi, ils font certaines choses en réalité augmentée. Alors, par exemple, si vous voulez acheter une chaise, vous pouvez voir la chaise que vous voulez acheter dans la pièce ou dans votre salon. Et tout ça sur le site du magasin en e-commerce. Donc, ce qui permet finalement au client de mieux voir l'objet qu'il souhaite acheter. Voilà, et aussi de faire beaucoup de customisation. C'est une société à la pointe de la technique de l'imagerie en 3D. Donc, pour récapituler, Sylvie est dans le secteur public, Tout à fait. tandis que Anya et dans le secteur privé. Voilà, c'est ça. Au niveau de la formation continue, on s'adresse bien souvent à une cible, comme je l'ai dit tout à l'heure, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, un public qui n'est pas étudiant. Quelle était votre situation avant de rejoindre l'IAE ? Je vais commencer par Anya. Alors moi, j'ai fait les 3 choses. J'étais chef d'entreprise pendant 17 ans. Après, j'étais salariée et après, j'étais au chômage. Alors, j'ai fait les 3 et j'avais envie de faire la formation en étant au chômage. Alors, moi, j'étais un peu différente des autres dans le sens où je voulais le faire pour moi-même parce qu'en étant chef d'entreprise, j'avais déjà vu pas mal de choses. Mais quand on est chef d'entreprise, on fait ce qui nous semble la meilleure façon de faire quelque chose, mais on n'est pas très ouvert ou on ne connaît pas d'autres façons de faire. On fait que ce qui est intuitif. Alors moi j'avais envie de faire la formation parce que j'avais envie de voir d'autres possibilités, d'autres façons de manager, d'autres façons de gérer une équipe. Et vous étiez chef d'entreprise dans le secteur privé encore une fois ? Oui, j'avais un magasin au Polygone. Qu'en est-il pour vous, Sylvie ? Moi, en fait, je sors d'une école d'ingénieur qui est juste à côté. Donc sur le Polytech campus Montpellier. Voilà, Polytech sur le campus Montpellier. Sciences. Voilà, et donc j'ai démarré ma carrière comme tout ingénieur, la plupart du temps on démarre d'abord dans le secteur privé. J'ai vite rejoint le secteur public en collectivité. J'ai progressé dans ma carrière, notamment sur le management, puisque juste donc, au moment où j'ai rejoint l'IAE, j'étais en poste à la métropole de Montpellier. Voilà, en position de management aussi, en tant que chef de service dans une direction technique. Et finalement, ma carrière a surtout été du public malgré tout, et tout le temps en responsabilité de service et donc en management. C'est un choix, cet attrait en tout cas pour le public. Est-ce que le privé vous intéressait moins ? Alors, en fait, c'est un choix, l'attrait pour le public, quasiment dès le début de ma carrière, parce que j'ai eu le sens du service public, de l'intérêt général.
que même par ma formation très technique, qui est plutôt donc orientée sur l'environnement, il est vrai que dans le service public, on a la chance de pouvoir toucher à beaucoup de choses, avoir un projet se dérouler dans son intégralité et avoir la sensation qu'on apporte quelque chose à notre prochain, si je peux le dire ainsi, en tout cas aux administrés. Donc le service public, dès le début, ça a toujours vibré en moi. L'attrait du privé est différent dans le domaine duquel je sors parce que c'est plutôt chargé de projet, vous voyez. Donc on est affecté à un projet et finalement on n'en voit pas son intégralité et son exécution, et voire même après comment il change, puisqu'on a été prestataire finalement du public. Donc il me paraissait plus évident de travailler dans le public, ne serait-ce que par l'intérêt du travail. Après, voilà, c'est l'intérêt général qui la fibre prend quand on travaille dans le service public. C'est pour ça que voilà, j'ai toujours cherché à développer mes compétences et surtout à rester dans le public parce qu'on a une vision des choses qui est vraiment passionnante. On peut toucher à beaucoup de choses. Voilà. Donc cette idée, voilà, de toucher à beaucoup de choses, donc de diversifier finalement son activité, oui, et également les valeurs que vous avez soutenues, voilà, de contribuer finalement à un service national, un service public en tout cas, quelque chose voilà, qui vous intéressait sur ce métier-là. Oui. Anya, le public, ça vous a jamais tenté ? Déjà, je suis anglaise. Oui. Alors rentrer dans le public en France, en étant anglaise, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors le choix se posait jamais. Mais vous avez jamais essayé de tenter une approche au niveau des communes, au niveau des mairies ou de la région, du département ? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'anglaises. On peut postuler pour les postes parce qu'il y a quand même beaucoup de profs qui sont anglais, il y a quand même des entrées. Mais je pense que pour moi, en tout cas, l'atout que j'ai, c'est que j'ai les deux langues. Et ça, c'est pas très utile dans le public. Alors, quand je suis en concurrence avec un candidat qui parle parfaitement le français et qui a les mêmes compétences que moi, je pense que ce sera normal que la personne qui parle parfaitement le français soit retenue. Donc les compétences anglaises sont peut-être plus utiles en tout cas dans ce secteur privé que le secteur public. Oui. Au niveau du choix que vous avez fait de la formation continue, cette formation continue, elle est proposée au sein de plusieurs établissements, que ce soit privé, que ce soit public. L'IAE Montpellier en fait partie, il y a d'autres écoles qui le proposent. Ma question est pourquoi avoir choisi l'IAE en particulier pour réaliser cette formation continue, et pourquoi avoir choisi également le MAE en temps partiel, puisque l'IAE Montpellier propose en formation continue un très large catalogue de formations, et le MAE à temps partiel est certes ciselé pour la formation continue, puisqu'il est bien à temps partiel justement, donc il est fait pour les salariés, mais pourquoi avoir choisi celui-ci et pas un autre ? Je vais commencer par Sylvie, s'il te plaît. Alors, l'IAE Montpellier, pour moi, c'était un peu une évidence parce que, comme je disais, je connais très bien le campus et que quand je suis sortie de l'école d'ingénieur, j'avais déjà un peu zioté l'IAE. Après, j'avais plus trop le courage de poursuivre les études. J'avais vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai travaillé d'ailleurs dans le privé au départ, voilà, parce que je voulais mettre à profit mon diplôme d'ingénieur. Mais je connaissais l'IAE, donc de réputation, c'est quand même une excellente réputation. Je savais où c'était, je suis montpelliéraine, voilà, je travaillais à la métropole. C'était une évidence en fait. Je crois même pas vraiment avoir trop... J'ai regardé quand même d'autres formations dans d'autres établissements, mais je me suis pas appesantie plus que ça. Donc pour moi, c'était plus une évidence qu'autre chose. Pourquoi le MAE et pourquoi en part-time ? Alors le MAE, bien entendu, vous l'aurez compris, j'ai la fibre managériale. Je suis dans le secteur public, on a accès à énormément de formations, je ne néglige pas, mais je voulais me challenger un peu en fait. Donc je voulais peut-être un petit peu plus que l'offre de formation classique qu'on a dans le public, sans la dénigrer bien entendu. Puis il y a, dans le MAE, en fait on parle de management depuis le début, mais il n'y a pas que du management. Et moi qui suis quand même dans une niche dans le secteur traitement de l'eau, etc. au départ, même si j'ai fait un peu de voirie de transport, ça reste très technique. Le MAE, pour moi, m'a ouvert, on en parlera peut-être plus longuement après, mais m'a ouvert à d'autres disciplines et champs de compétences que je pensais connaître, mais que je connaissais pas tant que ça, et voire même des nouvelles, dans le marketing par exemple, qui est une discipline complètement éloignée dans le service public, à part là encore des services très spécifiques dans le développement économique. Voilà, on ne parle pas de marketing clairement dans les collectivités ou très peu. Donc j'ai vu cette diversité aussi d'offres de disciplines et de compétences qui m'ont attirée. Et alors après, pourquoi le part-time ?
Parce que ça permet d'avoir du rythme dans la formation tout en se laissant le temps de respiration personnel et aussi pour le travail, parce que comme vous dites, c'est en continu, donc quand on a la chance d'avoir un travail, on continue de travailler. Et je ne vous cache pas que c'est pas parce qu'on fait une formation que la charge de travail s'allège. Donc voilà, ça donne quand même de la régularité, une fréquence régulière, mais qui permet de ne pas être non plus tout le temps le nez dans les bouquins, quoi. Donc je trouvais que la proposition de rythme, pour moi, me convenait aussi personnellement et professionnellement. Donc il n'y avait pas que le management finalement qui vous intéressait dans le MAE. Complètement, oui, il y avait d'autres disciplines. Alors bien entendu, quand on parle de management, on ne parle pas que le management des ressources humaines. Il y a le management donc, dans d'autres disciplines, mais c'est vrai que par exemple, ne serait-ce que le droit des sociétés, c'est des choses... ça m'intéressait d'apprendre simplement, on y reviendra, mais il y a aussi le goût d'apprendre quand on vient ici. Et au niveau de ce choix, est-ce que c'était une évidence pour vous aussi, Ania ? De venir à l'IAE? Oui, de venir à l'IAE. Alors, bizarrement, j'étais chez Pôle emploi Oui. et j'avais vu un article sur le MAE part-time. Et je connais quelqu'un qui travaille ici et je fais le lien entre ce qui était devant moi dans un petit journal à Pôle emploi et la personne que je connais. Donc je parlais avec cette personne, elle m'a beaucoup encouragée de venir et le faire. Et du coup, je n'ai pas cherché ailleurs parce que je me suis dit, c'était aussi, je pense, l'avantage pour moi, c'était que je devais financer la formation moi-même parce que le Pôle emploi ne finance pas cette formation. Et l'avantage, c'est l'IAE, c'est quand même moins cher que d'autres écoles. Que d'autres écoles privées, par Oui, exemple. Exactement. Oui. Alors, c'était pour ça que j'avais choisi l'IAE. Et le part-time, ce qui m'intéressait, c'était de le faire, parce que je savais que j'allais le faire avec des gens qui avaient les mêmes buts que moi, qui allaient retourner faire des études comme moi. Et j'avais du mal à me voir dans un amphi avec les étudiants de 21 ans. Et parce qu'il y a un côté quand même effet de groupe quand on fait une formation comme ça. Et je pense que si j'avais été dans un amphi à 21 ans, j'aurais senti très seule dans ma démarche. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ma part-time pour être avec les gens qui avaient les mêmes optiques que moi. Qui partageaient peut-être les mêmes attentes, les mêmes besoins, qui étaient peut-être aussi de la même génération. La même génération, qui allaient avoir les mêmes soucis d'essayer de tout faire. Hein. Pas forcément parce qu'on a fait la fête toute la semaine. Chacun sa période d'étudiant, mais on est étudiant sans être étudiant. Donc le MAE, c'est le diplôme historique des IAE, hein, celui qui est commun à tous les IAE de France. Et si je me souviens bien, j'en avais parlé avec M. Jérôme Pouget, hein, qui est responsable de la formation continue et qui gère avec Philippe Aurier et Christine Marsal ce master. Je crois que c'est des petites classes de 15 élèves, quelque chose 12, comme ça. On était 12. 12. Oui. D'accord. Et au niveau de la moyenne d'âge, ça... ça allait de 25 à 52. Et c'est ce que vous espériez, justement ? Oui, complètement. C'était très très bien comme ça. Ouais. Parce que les jeunes avaient un certain dynamisme et des connaissances sur des choses que nous on avait quand même certaines lacunes. Et je pense que pour les jeunes, c'était bien de voir qu'on peut continuer à apprendre, qu'on peut... Quand on est en activité. Voilà, et on peut être motivé pour faire des choses. Alors, je pense qu'ils étaient contents de le faire avec nous. Ouais. Ceci étant dit, on a toujours un groupe WhatsApp. Absolument. Et le plus jeune, il est très présent sur notre groupe WhatsApp. C'est peut-être même celui qui donne le plus de nouvelles, d'ailleurs. Oui. Vous êtes toujours resté en lien, finalement. Vous avez créé votre petite communauté part-time. Oui. On est très fédérés. Oui, Team 21. Voilà. La Team 21. Voilà, on a même un nom. On manque pas des t-shirts, mais... En tout cas, voilà, une ambiance assez intime, assez amicale, finalement, entre chacun, avec des expériences communes, partagées, et certainement peut-être des interlocuteurs qui parlaient anglais, ou seulement français au sein de la classe.
Oui, il y avait moi, Oui, mais pas moi, non. C'était que d'accord. moi. Donc après, essentiellement des Français, on pourrait dire. Essentiellement des Français, alors, Oui. finalement. Mm. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus en profondeur au niveau du MAE part-time. J'ai eu l'occasion d'interviewer M. Jérôme Pouget, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est le responsable de la formation continue. Et parmi les conditions d'admission à ce master, au-delà du fait d'avoir Bac+5, au-delà du fait qu'il faille postuler par dossier et qu'ensuite on a un entretien pour être recruté, M. Jérôme Pouget insiste beaucoup sur le projet. Voilà, le projet, c'est le mot clé pour être recruté à l'IAE Montpellier et en particulier pour le ME part-time. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce ME part-time? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ce projet? On va commencer par Sylvie. Avec plaisir. Donc moi, ma motivation, elle était double en fait. Elle était de me performer, enfin, de vraiment améliorer mes connaissances en management et découvrir, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles disciplines. Mais aussi, en arrière-plan, je me disais, c'est bien le public, mais est-ce que je me challengerais pas sur autre chose, même au sein du public, pourquoi pas? Comment finalement accéder soit à des fonctions de direction dans la fonction publique, voire peut-être faire un petit break dans le privé. Et les passerelles publiques-privées sont pas simples du tout parce que on est un peu malgré tout étiqueté fonctionnaire, malgré tout avec une certaine a priori parfois. Et quand on arrive dans des entreprises privées pour dire j'ai envie de me reconvertir ou je veux découvrir ou je veux vous apporter de nouvelles compétences, c'est pas si évident que ça. Alors je m'étais dit, j'étais à un tournant de ma carrière, 38 ans, je me teste, je me challenge, j'accrois mes compétences, j'en découvre même de nouvelles, j'en acquiers de nouvelles. Et puis pourquoi pas offrir du coup ce profil-là dans le secteur privé ou me challenger sur des postes de direction générale dans le secteur public. Et quand j'ai exposé ça lors de l'entretien, je pense que ça a matché parce que c'était il y a eu cette double envie et je pense que ça correspondait. Voilà, en tout cas. La tentation du privé, on pourrait dire, donc le fait de vouloir relever un challenge. Oui. Et il est vrai que moi, si j'avais été enseignant à l'IAE, j'aurais très bien pu vous dire pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, le master en management public qu'on propose à l'IAE Montpellier, qui s'appelle le MUTI. Et donc ce MUTI, donc management des universités et technologies de l'information, est-ce qu'il vous intéressait au départ ou pas du tout? Pas vraiment en fait. Pas vraiment parce que voilà, j'étais à cette croisée des chemins. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans la fonction publique qui à un moment donné ont envie de se dire pourquoi pas quoi. D'ailleurs, on a beaucoup de disponibilité, d'agents qui se mettent en disponibilité pour monter leur entreprise, pour aller travailler dans le secteur privé. Donc je me suis dit, c'est un diplôme qui peut se déployer autant dans le public que dans le privé. Et il m'enfermait pas en fait. C'est un peu un couteau suisse. C'est juste, tout à fait. C'était une autre corde à son arc, une manière aussi de se dire que si j'ai pas envie de continuer sur ce chemin, je peux aussi aller sur un autre. Donc multiplier finalement toutes les possibilités au niveau de l'avenir et des métiers qu'on pourrait embrasser. Oui. Et Anya, pour vous, quel était le projet que vous avez défendu devant M. Pouget? Alors ça, je pense que c'est un peu le côté immigré. Je voulais prouver que j'étais capable de passer un diplôme de haut niveau en France. Parce que j'avais quand même pas mal de disciplines que j'avais vues en étant chef d'entreprise. Mais il faut ajouter la difficulté de la langue. Parce que passer un examen en français, c'est pas évident quand même. Alors c'était vraiment pour moi un challenge personnel. Et je venais d'avoir 50 ans et je voulais montrer que j'étais capable de faire un défi et de réussir. C'est un point commun que vous partagez finalement avec Sylvie, cette envie de se challenger, de se dépasser, de montrer qu'on peut encore et on en veut. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir cette mentalité parce que sinon, on va en parler plus tard, je pense, mais mener une vie professionnelle, même que j'étais au chômage, alors c'est un peu pas trop pour moi, mais familiale, et trouver le temps
parce qu'il y a quand même les 2 jours, hein, c'était tous les 15 jours. tous les Ouais. 15 jours. Ouais. Il y avait quand même pas mal de choses de travail à faire avant les cours et après le cours. Il y a quand même le mémoire rédigé. Et il faut quand même rester maman ou femme ou amie. Alors on n'a quand même pas envie forcément de mettre sa vie familiale ou amicale de côté pendant 2 ans, parce que ça dure 2 ans quand même. Effectivement, le ML part-time, c'est sur 2 ans, et si je me trompe pas, c'était le vendredi et le samedi C'est ça. que vous aviez cours. Oui, donc, Tout à fait. et, Tous les 2 semaines. Hein. Voilà. toutes les 2 semaines. Samedi, il faut se lever tôt. Oui, oui. Et comme vous Ça paraît l'avez, idiot, mais et comme vous le disiez, voilà, c'est un gros investissement. oui, Ouais. c'est un gros Sur investissement. beaucoup de points. Tout à fait. Et aussi, même pour les gens comme moi, où je paye moi-même les cours, c'est un investissement de la famille. Un investissement familial également. Oui, oui, oui. C'est vrai que M. Pouget, dans l'interview que j'ai eue avec lui, parlait de sacrifice. Et qu'il faut être prêt à faire des sacrifices. Alors, c'est un mot fort. Est-ce que le mot, est Alors, est un peu fort ou... Il a sans doute raison, parce que je pense qu'on peut le dire ainsi. Après, c'est un mot un peu fort, parce que malgré tout, moi personnellement, c'est vrai, moi aussi je me suis autofinancée la formation. Donc oui, là on peut parler de sacrifice, parce que même si c'est moins cher que d'autres formations privées, bon, il faut quand même, faut quand même pouvoir financièrement. Et peut-être qu'une famille qui ne peut pas financièrement aura besoin de faire des sacrifices. Donc je suis assez d'accord avec lui. Après, c'est de l'investissement sur tous les plans, comme le disait Anya, familial. Il faut que pendant que maman ou papa n'est pas là, le conjoint prenne le relais. Le samedi, moi j'avais des enfants relativement jeunes. Donc le samedi, il fallait que malgré tout, le conjoint soit disponible et qu'il n'ait pas lui-même d'autres occupations qui le mobilisent le samedi. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai pris une femme de ménage. C'était bête, mais dans le deal avec mon conjoint, il m'encourageait bien entendu à faire cette formation. Il était derrière moi, il sentait le besoin que j'avais. Et je lui ai dit, on est d'accord, on prend une femme de ménage. Donc, là, on revient sur le plan financier, en fait. Il est clair qu'il y a la question de l'organisation, de la famille, du couple. Il faut que financièrement, ça suive. Et il me semble, je ne me rappelle plus qui, mais lui, il était obligé de prendre un jour de congé. Parce que sa boîte... Mais moi aussi. Voilà. Alors... Moi, j'ai pris... Alors, on a des RTT, fonction publique, en tout cas à la métropole, et j'ai consommé tous mes RTT. Complètement. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, du coup, c'est quand même... c'est un sacrifice aussi. Oui. Complètement. De la qualité de vie qu'on peut avoir à côté. C'est très juste. Ouais. Donc c'est pas un projet qu'on aborde sur un coup de tête, c'est un projet qui se prépare. Oui, et pour vous, c'est quelque chose qui s'est préparé sur quelle échelle au niveau du temps? Plusieurs mois, quelques mois, pas des années, mais quelques mois de réflexion, de discussion, de disposition à prendre, donc trouver la femme de ménage. Je reviens sur l'anecdote, mais c'est pas rien non plus. Donc quelques mois, oui, je dirais 3-4 mois facilement, oui. Oui, je pense qu'on a dû postuler au mois de février pour démarrer au mois de septembre. Tout à fait. D'accord. Ouais. Et en février, vous étiez déjà sûr de votre choix par contre, au niveau, oui. Voilà. Ça, c'était déjà bien ancré, en tout cas. Non, oui, en février, quand je me disais, postulé, si je postule, je peux toujours me retirer. Moi, quand j'ai postulé, j'espérais bien être retenue, donc j'ai plutôt vu les choses autrement. Mais, Et au niveau du public, est-ce que vous en aviez parlé déjà à votre employeur, d'une certaine manière, de ce projet? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, dans le public, on a une formation pas équivalente sur la question des disciplines, mais sur la question du management. Ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais ça doit être le cycle du cadre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc j'en avais parlé en interne de ce cycle-là, qui coûte cher en fait à la collectivité. Et donc, comme ils n'avaient pas pu me suivre sur ce projet-là, que j'avais donc travaillé le projet du MAE, je suis revenue les voir en leur disant, du coup, je vais faire ce projet-là. Donc je vais prendre des jours de congé ou de RTT tous les 15 jours et je serai mobilisée sur cette formation. Oui, bien entendu, j'ai informé mon employeur et qui m'a fait aucune difficulté. C'est un droit, Tout de à toute fait, manière. oui. Il existe même aujourd'hui le compte professionnel de formation, le CPF, qui Tout permet à fait. d'accéder à cet ensemble de formations continues. Sauf si vous étiez, à l'époque, si vous étiez Pôle emploi. Sauf, ouais. alors Alors comment du ça coup, non, ils ne m'ont pas laissé utiliser le CPF. Ah.
pour financer même une partie. D'accord. Donc Voilà, par Pôle c'est- emploi, c'est vous avez eu dur. l'information en tout cas Ouais. du MEE part-time, mais Ouais, après vous n'aviez mais pas après- une aide Non, particulière. pas du tout. Alors, par contre, ils m'ont laissé toucher le chômage pendant toute la formation. Oh, j'avais droit. Mais normalement, si vous êtes en formation, ça change sur notre Régime. Hein. régime et Mm. mais ils m'ont laissé au chômage. Ils vous aidaient pas à financer la formation, mais Non. vous pouvez continuer à garder le chômage Voilà, c'est ça. pendant Alors, cette mais formation. après, nous, on a fait 2 ou 3 ans maintenant. Alors, ce genre de dispositif change assez souvent. Alors, c'est Oui, pas bien sûr. forcément. Il est possible que ça ait changé aujourd'hui. Oui, voilà. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, vous aviez annoncé à Pôle emploi cette Ouais, ouais. décision de Ouais, ouais. venir aller à Montpellier, de faire cette formation continue. Oui, oui. Ça a fait l'objet d'un entretien. Oui, oui, sûrement. Mais ils estimaient que c'était pas une formation qui donnait la possibilité de trouver un emploi. Alors, du coup, D'accord. ils ne le finançaient pas. Ah oui, oui, alors ce qui est Ce qui est ce qui est bien ridicule, sûr, hein. Mais complètement. je pense que c'était trop cher pour eux, peut-être. peut-être que c'était trop cher pour eux. Après, voilà, comme on l'a dit, c'est des dispositifs qui changent, qui Voilà. évoluent, et bien entendu, nos formations également. Et, bon, en tout cas, donc, je rassure les auditeurs, ça mène bien à un emploi, et vous en avez, Voilà, vous en avez la preuve devant vous. Exactement. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, hein, cet investissement, et bien entendu, cette part, je dirais moi, de courage, ou en tout cas de très grande volonté de détermination sur le fait de revenir à l'école. Comment est-ce qu'on réussit à allier à la fois cette vie scolaire, à la fois une vie professionnelle, et à la fois une vie familiale? Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça? Est-ce qu'on est tous les jours à la hauteur? Est-ce qu'on n'a pas des périodes de doute? Comment on fait? Quel est votre secret? Moi, étant au chômage, j'étais quand même un peu privilégiée à ce moment-là, parce que je n'avais pas la vie professionnelle. Alors, le défi était plus pour s'élever. Alors, comment j'ai fait? Sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance quand même, parce que voilà, mon conjoint me soutenait, donc déjà sur tous les aspects, donc c'est déjà plus facile. Il faut vraiment y aller en confiance dans le cadre familial. Sur le plan professionnel, ayant informé mon employeur, j'ai pas eu de soucis sur le plan professionnel. J'arrivais vraiment à faire la césure entre le moment où j'étudie à la maison et le week-end, et puis les journées de travail. Comme elles se doivent, c'est-à-dire bien remplies. Voilà, donc j'ai pas eu la sensation d'être envahie dans mon travail par la formation. Par contre, c'est vrai que pas tous les soirs, mais presque, et tous les week-ends, on pense à MAE, quoi. Hein, voilà. Donc, je crois que sincèrement, ce qui m'a vraiment aidée, c'est cette solidarité au sein de notre groupe. Alors, je sais pas si c'est exceptionnel ce qu'on a vécu ou non, mais le fait qu'on soit unis, on était 12 et personne n'est resté sur le côté. Quels que soient les groupes de travail ou les thématiques à faire en groupe ou seul, en fait, dans le groupe, il y a toujours quelqu'un ou un petit groupe qui nous permettait de nous aider à apprendre, quoi, à acquérir ces compétences nouvelles. Je pense à l'informatique. Hein. Je l'ai dit, ouais. un des premiers cours, c'était informatique. Et, Informatique. on était quand même base de données. Et on a était beaucoup assez très stressés et un peu largués. Carrément largué. Et un de nos collègues, il était informaticien. Alors lui, c'était très très facile pour lui. C'était très clair pour lui. Ouais. Oui. Et très vite, on était quoi, le deuxième ou troisième week-end, on est allé chez quelqu'un et il nous a refait le cours à expliquer ce qu'on n'a pas compris. Ouais. Et c'était le début, et en plus, il était notre délégué de classe. Alors il était très impliqué, très fédérateur. Ouais. Et ça, je pense, ça a vraiment duré tout le temps des 2 années, quelles que soient les matières et les questionnements ou les choses à produire. À un moment donné, il y avait toujours une personne relais où on se voyait souvent pour les groupes de travail, le soir, le week-end. Et cette unité en fait du groupe, moi personnellement, m'a beaucoup portée et m'a aidée à ne pas me sentir débordée. Et c'est un peu pour ça que nous trouvons le mot sacrifice. Sacrifice. Trop lourde, parce que cette partie-là était tellement agréable. Et alors ça pesait bien dans la balance. Donc il y avait un certain plaisir finalement à retrouver oui, les... Vraiment, il y a un vrai plaisir.
Même si c'est beaucoup de travail, c'était plaisant. Ouais. Ouais. Le fait de retrouver finalement ce cocon scolaire à la fin de la semaine, après le boulot, de passer finalement les nuits à étudier, mais toutefois encouragé par les collègues, soutenu par les collègues, même quand on ne comprenait pas les cours. C'est ça qui vous a aidé finalement à allier ce côté professionnel et à la fois ce côté scolaire et vie familiale. Ouais. Oui, c'est ça. Une vraie émulation de groupe, un soutien permanent. Des bonnes blagues. Une bonne ambiance. ça joue beaucoup. Ouais. C'est la même chose pour vous également, Anya. Alors, vous, c'était encore différent, puisqu'il n'y avait pas une activité du coup professionnelle, mais peut-être qu'il y avait une activité familiale, peut-être que vous avez des projets plus individuels. Ou est-ce que c'était que le même part-time? Il faut dire que moi j'ai 4 enfants. Et oui. Alors, le projet familial... C'est du travail. Voilà, c'est un bon projet. Plus âgé que les enfants de Sylvie, bien sûr, mais quand même, les enfants ados, c'est pas forcément l'âge le plus facile. C'est pas plus simple. Voilà. Alors, du coup, c'était un bon projet. Ouais. Il fallait à la fois éduquer les enfants, mais s'éduquer aussi soi-même. Oui, et aussi les enfants se moquaient de moi quand j'avais des mauvaises notes. Alors tu vois, maman, c'est pas si facile que ça. Et oui, c'est vrai, parce qu'on revient à cette vie étudiante. On redevient étudiant. Et ma question suivante, c'est quel genre d'étudiante vous étiez? On va commencer par Anya. Moi, j'étais très appliquée. Très appliquée. Ah oui, mais je pense que c'est un projet. Comme on avait dit, c'est un investissement. Alors du coup, on n'était pas là pour le rater. Oui, je travaille beaucoup. Et retourner sur les bancs de l'école, retrouver un cartable, retrouver tous les étudiants, ça vous faisait pas un petit peu peur au début? Si, ça fait peur. Et ce qui est bizarre, ce que moi j'ai trouvé, c'est très bizarre de retourner dans la notion d'examen. Surtout maintenant, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur les choses. Et je me rappelle, le premier examen, j'avais beaucoup travaillé sur la partie où j'avais du mal à comprendre. Et la partie que j'ai compris, ce qui est quand même plus important réellement, j'ai pas trop regardé. Et l'examen, je peux reciter toute la partie que j'avais pas trop compris, mais la partie que j'ai compris, j'avais beaucoup plus de mal. Alors, je pense qu'on perd les techniques de passer des examens. On perd un peu aussi les automatismes pour apprendre. Alors, il y a quand même une vraie remise en question. C'est pas aussi facile que ça de retourner être étudiant. J'entends souvent des adultes qui disent que quand ils veulent réapprendre quelque chose, ils mettent plus de temps que quand ils étaient plus petits, justement. Ça met un peu plus de temps à retenir telle ou telle formule, tel ou tel exercice. Retrouver ces mécanismes d'apprendre, retrouver cette espèce de rythme scolaire. Est-ce que ça a été difficile ? Difficile, non, mais je suis d'accord avec Anya, c'est une petite remise en question et il faut se faire violence, quoi. Alors, ce qui nous anime, c'est l'envie de réussir. Comme dit Anya, on a un projet. Donc, quand on a un projet, on ne subit pas forcément les cours comme quand on a 19 ou 20 ans et qu'on y va en traînant des pieds. Là, on n'y allait pas en traînant des pieds. En plus, avec la bonne ambiance, on avait encore moins de raisons d'y aller en traînant des pieds. Donc, c'est pas forcément les mêmes difficultés à 20 ans que quand on est en activité et qu'on a un projet et derrière, on espère le concrétiser. Mais c'est... J'aime pas le dire, mais c'est vrai que plus âgé, c'est plus difficile d'apprendre. C'est indéniable. Indéniable, même si voilà, on a quand même tous, je pense on est bien formés dans nos têtes, on est censé apprendre assez rapidement, mais quand même, c'est un petit peu plus difficile. Faut faire des efforts de concentration, il faut de l'assiduité. Après, je suis un peu comme Anya, j'étais assez assidue et impliquée parce que j'avais envie de réussir. Donc après, ça passe. C'est les premières semaines peut-être un peu difficiles. En fait, c'est par palier, quoi. Il y a des moments, on a eu tous en plus en même temps, on a eu des coups de mou. On se disait, oh là là, surtout un cours théorique. Des cours le mois de février qui sont un peu difficiles. À 4h de l'après-midi, un samedi après-midi, où il commençait déjà à faire nuit. Il y a eu des périodes plus difficiles que d'autres, on va dire. Mais voilà, après, je pense qu'on franchit la difficulté parce qu'on est motivé, parce qu'on a un enjeu derrière et une envie de réussir. Et puis avec l'effet de groupe, ça porte quand même. Je redis les mêmes mots, mais c'est vraiment ça.
C'était plutôt des cours en général qui étaient le soir ou en matinée, le vendredi, En fait, samedi. c'était toute la journée. Toute la journée. 8h, 17, 18 Ah même. oui. On a Ouais, eu ouais. des cours tardifs. Et puis on enchaînait. Ce qui était peut-être difficile aussi en termes d'adaptation, c'est qu'on enchaînait des cours qui pouvaient être très théoriques, un peu magistraux parce qu'il faut en passer par là. Et puis le cours d'après, c'est de la mise en pratique. On était par exemple en salle informatique. Oui. Voilà. Donc la gymnastique intellectuelle, faut tenir quoi. J'avoue qu'on a bu beaucoup de café. Oui, faut bien déjeuner le matin en tout cas. Voilà, oui. Faut être en forme quand même, hein. Faut Ouais. pas se mentir. Voilà, faut être en forme. Et alors comment est-ce qu'on perçoit le professeur quand on est déjà adulte, qu'on Oh a là là. travaillé et qu'on est en face d'un professeur? Parce que Vous êtes Quand- sûr qu'on peut répondre? quand on est étudiant, forcément, bien souvent c'est un modèle, et puis c'est la personne qui a le savoir, et nous sommes là pour justement absorber ce savoir. Comment ça se passe quand on a déjà un petit peu de bagage, quand on a travaillé avant, et qu'on se confronte à une personne qui a peut-être le même âge que vous, du coup? Comment est-ce qu'on le perçoit? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est toujours l'enseignant? C'est le professeur? Comment Moi, je ça se pense passe? que on est face à quelqu'un qui est égal à nous. Ouais. On n'a pas la même impression de modèle, Mm. mais et plus une idée d'échange. Complètement. Parce que lui, Ouais. il a ou elle a des compétences que moi je veux acquérir. Acquérir? Mais moi aussi, j'ai des choses qui sont intéressantes. Alors, c'est plus une idée d'échange, de partenariat que le prof-élève. Donc il y avait une certaine proximité finalement, ou Oh, il je pense restait une qu'il- distance? Non, ils aimaient bien venir à nos barbecues le samedi. Oui, Ah, oui, il y et- avait une bonne proximité avec la plupart des professeurs et aussi des professeurs qui viennent de l'extérieur. Oui. Les Des- consultants, Des intervenants, des intervenants voilà, qui sont eux aussi donc du coup en activité. Et là, ça crée cette proximité encore plus forte parce qu'on se comprenait et les cours étaient quand même beaucoup dans l'échange, dans le participatif. Et on avait droit à la parole, on levait la main bien sûr, mais c'était peut-être moins subi, moins magistral et solennel que dans un grand amphi. Et il n'y à avait pas de l'université. problème de discipline. Non, Pas de problème de discipline. voilà. hein. Non, Alors, c'est vrai. du coup, eux, ils étaient un peu plus relâchés aussi. Ils étaient plus cool, ouais. Une question sérieuse, les vacances, est-ce que ça existait? Est-ce qu'il y avait des vacances? Est-ce qu'il y avait des vacances? Alors, les grandes vacances d'été, oui. Et mais à avec du Noël, travail, je pense qu'à Noël, on ratait un week-end. ouais. Et alors qu'est-ce que vous faisiez Ouais. pendant les vacances? Est-ce que c'était consacré aux révisions? Est-ce que vous continuez à travailler ou alors à avoir l'activité familiale? Comment c'était les vacances? Parce que là vous n'aviez pas Pareil, cours en du coup. fait. hein. Oui, on avait quand même une vie à côté. Enfin, on n'a pas mis entre parenthèses la vie de famille, les relations publiques, voir les amis. Donc les vacances, c'était quand même des vacances, à mon sens. Après, Mais il faut dire, la première année, les grandes vacances, il n'y a rien à faire. ouais. Parce qu'on a quand même, on valide les modules très vite. Alors, c'est pas comme si on a des examens à la fin de l'année. À chaque fois qu'on a fini le module, on passe l'examen. Mais le deuxième année, il y a quand même un mémoire. Oui, et là, c'est pas vraiment des vacances. Voilà, et là, il faut Faut le faire dire. ça pendant l'été, parce Pendant qu'on fait l'été, et tout en la travaillant. Voilà, Donc, la soutenance, on le fait au mois de septembre. Donc il y a une Ça, vraie c'est plus différence compliqué. entre la première année Oui. et la seconde année Oui. en termes de rythme, en termes de Oui. travail, de Oui. discipline Mm. et le mémoire. Comment ça s'est passé? Quel sujet est-ce que vous vous souvenez du sujet que vous avez choisi? Alors moi j'ai fait un business plan pour c'est pas un salon de glace, un magasin qui vend magasin des de- glaces, de glace. j'ai perdu le mot, en Angleterre. En Angleterre. Voilà, parce que j'avais un fabricant de glace à Montpellier qui songeait à ouvrir une chaîne de magasins en Angleterre. Il a fallu écrire donc ce mémoire en 6 mois, 5 mois, quelque chose Même comme pas, ça. parce que même si on
on nous rappelait régulièrement comment c'est déjà à rédiger votre mémoire. Franchement, même si on commence à réfléchir au sujet, puis au plan, quand on voit toute la production qu'il y a à faire sur le reste des cours et des modules, le travail, la famille, etc., autant vous dire qu'il y en avait très peu qui, début de l'été, avaient déjà rédigé leur mémoire. Hein. Non, on l'a fait pendant l'été. C'est complètement utopique. Alors, quel était votre sujet de mémoire, vous, Sylvie ? Alors, mon sujet de mémoire, c'est la création d'un fonds d'investissement pour les entreprises qui sortent du Business Innovation Center, du BIC, et pour les accompagner dans leur démarche RSE, qualité de vie au travail, orienté plutôt management, et donc créer un fonds d'investissement qui soutient les entreprises qui sortent des incubateurs. Et donc c'est un mémoire que vous avez travaillé sur une base documentaire, sur la base d'interviews, Moi, j'ai beaucoup quels lu. outils, beaucoup de lectures. Moi j'ai fait beaucoup de lectures, et puis sur la base des cours, puisqu'il faut un business plan aussi, ou un business model, un business plan, donc j'ai exploité aussi les cours du MAE pour monter le mémoire. Et pour vous, Anya, ça a été aussi un retour à des lectures très scolaires? Est-ce que ça a été sur la base d'interviews ou avec peut-être des contacts en Angleterre qui vous ont... Bon, Ils vont un donner peu des de tout, pistes. mais c'était bien parce que ça se mettait en pratique. Je voyais par exemple les magasins qui étaient à vendre. Il fallait calculer, il fallait faire de la compta pour pouvoir comprendre combien de glaces il fallait vendre pour pouvoir payer le loyer, le personnel. Alors c'était quand même très très pratique ce que j'ai produit. Si on devait faire un bilan du MAE, sur ce que ça vous a apporté, sur des points négatifs, sur des points qu'il faut améliorer, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs? Si vous devez faire un petit bilan de ce MAE? Alors moi, c'est déjà un grand enthousiasme de l'avoir fait et une grande fierté de l'avoir fait. Donc j'étais contente de moi à la fin. Voilà, pour tout ce qu'on vient de se dire. C'était une forme d'accomplissement. J'avais besoin de ça pour aussi repartir un peu dopée. Donc bilan très positif. Voilà, je trouve que l'IAE en elle-même, c'est une belle école. On rencontre d'autres personnes. C'est quand même très enrichissant. Donc beaucoup de positifs. Après, est-ce qu'il y a des points négatifs Ou des points à améliorer? ou à améliorer? Je pense qu'il faut soutenir les interventions des intervenants extérieurs. Parce que quand on est en activité, on aime bien cet échange. Ça nous enrichit beaucoup de discuter avec un ancien chef d'entreprise qui vient expliquer sa démarche, ce qu'il a fait. Donc les intervenants extérieurs apportent beaucoup, je trouve, à la formation. En plus, bien entendu, des enseignants qui sont de grand calibre. Hein. Là, on a quand même des enseignants qui sont costauds et qui nous ont beaucoup apporté. Et je trouve que ce mix, si je peux le dire ainsi, des deux, de l'enseignant formel, universitaire, et de l'intervenant extérieur, c'est un vrai plus pour le MAE. Et les intervenants sont peut-être aussi des sources de contact pour rebondir C'est sur vrai, d'autres métiers. ouais. Ah oui, tout à fait, ça a été le cas en plus. Notamment quand on accroche avec une personne, qu'on sympathise, ou qu'en tout cas le projet match avec cet intervenant. C'est toujours un contact en plus. Ouais. En plus, je dirais, des camarades qui nous entourent dans le MAE part-time. Oui. Et pour vous, Anya, si vous avez Mais un je petit bilan. rejoins à ce que Sylvie vient de dire. Quand elle disait que sur les intervenants de l'extérieur, j'étais en train de penser exactement la même chose, que ça c'était une partie qui était très intéressante. Et surtout, je pense que pour les gens qui songeaient à monter leur propre boîte, de voir les gens qui parlaient. On a eu une femme qui parlait beaucoup de la financement de sa boîte. Elle était très ouverte avec les problèmes qu'elle a rencontrés, que ce soit financière, mais aussi émotionnel, que ça prenait beaucoup d'elle-même pour aller se battre tous les jours. Et je trouvais que c'était un portrait qui était très utile pour quelqu'un qui était en train de projeter sur éventuellement ouvrir une société ou même une micro-entreprise. Mais c'est le même que ce soit une micro-entreprise ou des idées plus grandes, c'est le même combat, je pense. Donc il y a des rencontres, en tout cas quelque chose de très inspirant au sein des rencontres que vous avez pu faire durant cette formation. Oui, et je trouvais que les gens étaient très ouverts avec nous. C'était ça qui était intéressant, c'était pas du tout la théorie. C'était le voyage qu'ils ont fait en ouvrant leur société. Est-ce qu'il faut plus de cours d'anglais dans le MAE? Moi, je les ai pas faits.
Comment ça, vous avez Mais pas fait j'étais les assez comparaisons? vexée parce que j'ai pas eu le meilleur note en anglais. Est-ce qu'il y a des points à améliorer selon vous, ou en tout cas des points sur lesquels il faudrait revenir pour rendre l'expérience encore plus enrichissante pour le ME part-time? Quoi, en anglais? Pas forcément en anglais, Ok. mais en tout cas en général. Moi, j'aurais peut-être plus... On a fait très peu sur le marketing digital. Et je trouve que ça, pour moi, c'était quand même en 2017, on voyait que c'était l'avenir du marketing. On n'a pas fait beaucoup de choses sur le social media. Pour moi, c'était une lacune. Donc le travail sur les réseaux sociaux, peut-être Oui. sur Google AdWords, Google Voilà. Analytics. On a fait peut-être 1 heure sur ça. Et Hmm. pour moi, je ne trouvais pas ça assez. Non? C'est vrai, c'est juste, ouais. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est surtout enseigné dans un master qui s'appelle le e-marketing chez nous, où les Mhm. étudiants sont amenés justement à faire des campagnes donc de référencement payant et de référencement naturel. Donc c'est quelque chose de peut-être qu'il faudrait sur lequel mettre le point pour Oui. le ME part-time. Faudrait Ouais. l'étoffer, Ouais. c'est juste. Faudrait l'étoffer parce que ça, on est tous concernés à un moment donné, quels que soient nos métiers en fait. Mm. Et c'est vrai que ça a été très peu développé. Alors que maintenant, c'est presque le quotidien en fait. Mm. Mais pour moi, si je retiens quelque chose de notre formation, moi je dirais, bon, de toute façon, on ne se rappelle plus de toutes les réponses, mais ça nous a formés à poser les bonnes questions. Et c'est ça, quand on gère ce que Sylvie fait, ce que moi je fais, c'est quand vous avez votre avocat ou votre comptable, on n'est pas censé connaître les réponses, mais ça nous a donné assez de connaissances de poser des bonnes questions. Oui. Et je trouve que là, je me sens dépourvue des bonnes questions concernant le marketing digital. Voilà. D'accord. Mais après, sur les autres domaines, vous sentiez finalement plus confiante? Plus confiante et plus... Ça nous a donné des bases, mais les bases changent tellement. Mais quand je vois un contrat, par exemple un contrat de travail, je sais quel point il faut regarder. On est plus outillés. Voilà. On a des outils complémentaires, nouveaux, qu'on n'avait pas avant. Mm. Voilà. Et on est conforté dans certaines démarches, et puis dans d'autres, on s'est remis en question, et on a acquis de nouvelles façons de voir les choses et de nouveaux outils. Ça a étoffé tous les outils que j'avais, ça m'a donné de nouveaux. Ça m'a permis de me remettre en question aussi, parce que dans le management, il faut souvent se remettre en question. C'est un panel plus élargi de compétences qu'on a en sortant du MAE, et vous le disiez tout à l'heure, on est plus confiant en sortant du MAE. Et en tant qu'ancienne chef d'entreprise, il y a beaucoup de choses nouvelles du coup que vous aviez découvert à travers cette formation. Ou finalement, est-ce qu'on est revenu à des concepts que vous avez dû peut-être réapprendre ou que vous avez retrouvés, auxquels vous étiez habitué? Moi, par exemple, j'avais fait pas mal de compta. Alors, le partie compta était plutôt facile pour moi. Mais moi, j'avais une franchise. Alors, la franchise s'occupait de tout ce qui était marketing. Alors, je pense même en tant que chef d'entreprise, on n'a pas forcément toutes les compétences qu'on a vues pendant le MAE. Et un manager sera peut-être plus compétent si justement il a cette vision à 360 degrés Oui. de tout ce à quoi il touche. En tout C'est cas. ce qu'on lui demande d'ailleurs en fait. On lui demande de ne pas être ni expert ni spécialiste, mais on lui demande d'être capable de comprendre un document comptable, de comprendre, d'anticiper, savoir lire un contrat, un contentieux, d'avoir des notions de droit, des sociétés, de la famille, fiscalité, etc. Donc en fait, ça nous donne un panel de choses qu'on va approfondir quand même en cours, mais qu'on va pas approfondir comme une spécialité ou une discipline à part entière. Et c'est bien ce qu'on attend d'un manager, c'est après savoir s'appuyer sur les compétences qui en interne ou en externe. Et ça nous donne cette vision élargie, comme vous l'a dit, à 360 degrés. Et est-ce que votre vision du management a changé entre le moment où vous n'étiez pas encore à l'IAE, le moment où vous avez fait le ME part-time et après? Est-ce que cette vision-là a complètement changé? Est-ce qu'elle est restée la même? Moi, je pense que de dire que la vision de management a changé, je dirais non, parce qu'on a chacun une façon de manager. Le naturel revient au galop, comme on dit. Mais je pense, peut-être avec les compétences, on peut voir mieux notre façon de faire, être plus compétent, parce que chaque façon de faire
Dans le management, c'est pas parfait. Et on sait qu'on est un peu faible à certains niveaux. Et je pense que le fait de faire des cours, ça nous a aidé à combler un peu les endroits où on était un peu faible. Les lacunes. Les lacunes. Et pour vous, Sylvie, est-ce que votre vision du management a changé ? Changer, non, mais je dirais que on a appris à se nourrir d'autres disciplines, de savoir s'en servir aussi. Le management, c'est pas seulement, comme on le disait, le management des RH, c'est aussi savoir se servir d'autres disciplines, les comprendre, d'aller plus vite. Donc je parlerai plus de performance en fait, à améliorer ma façon de travailler, ma façon d'appréhender les problèmes, trouver des solutions plus rapidement. Donc pas forcément changer, mais elle s'est fortement modelée, enrichie, nourrie des retours d'expérience des consultants extérieurs, des méthodes proposées par les professeurs. Voilà, c'est un peu plus ample en fait. On se sent un peu plus costaud quand on sort du MAE. Est-ce qu'il y a une différence entre le management public et le management dans le privé ? Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. C'est vrai que dans le public, on cherche quand même aussi des sous. On cherche beaucoup de subventions, on cherche à améliorer sa dette et sa fiscalité dans les collectivités. Donc il y a toujours le nerf de la guerre de l'argent, que ce soit le privé ou le public, c'est juste pris par un autre prisme. Mais pour le reste, je pense pas. On gère toujours des hommes et des femmes et des hommes d'ailleurs. On gère des disciplines, on gère des experts voilà, et des généralistes. Pour moi, je pense que c'est le même. Après, c'est à la fin, ce qu'on en attend qui est différent. Dans le public, on défend l'intérêt général, on ne cherche pas à faire du profit. Dans le privé, on va chercher à faire du profit, mais pas seulement, puisque le public sans le privé, on a besoin de prestataires, nous, donc on a besoin du privé. Donc à un moment donné, on se rejoint. Ils sont amenés à travailler ensemble dans oui. beaucoup de situations. C'est ça. Et Anya, pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre le management en Angleterre et le management en France ? Est-ce qu'il y a des points communs, des différences ? Il faut dire que moi j'ai quitté l'Angleterre dès que j'avais fini mes études. Oui. Alors j'ai très peu travaillé en Angleterre. Je pense que la différence en est beaucoup moins procédurielle. Moins procéduriel. Oui. Il y a du pour et des contre dans chaque façon de faire. Alors, l'idée d'un CDD ou un CDI est beaucoup moins explicite. Il faut dire qu'il y a certaines choses en France où je me dis, mais ils veulent plus travailler tellement c'est compliqué à faire certaines choses. Là, je suis en train de regarder pour un contrat pour quelqu'un et toutes les personnes en face et nous sommes d'accord, mais avec la législation en France, c'est impossible de faire. Et je trouve que les Anglais sont très pragmatiques. C'est ce qu'on dit souvent, ouais, pragmatique. Et les Français sont peut-être plus idéalistiques. Oui. Est-ce que le manager en France est plus procédurial et un peu moins pragmatique ? Mais je pense qu'il est obligé de passer beaucoup, beaucoup plus de temps à regarder le code de travail. C'est quand même extraordinaire d'avoir autant de règles. Je pense que le manager est obligé de passer plus de temps à ce niveau-là. Mais après, la France est quand même renommée pour un certain niveau de productivité. Je pense qu'ils sont même plus productifs que les Anglais. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux futurs candidats, aux futurs étudiants qui ont déjà pris votre place, déjà, parce que ça faisait quelques années, je crois. C'était en 2018 ou 2016 que vous étiez à part-time ? Nous, on se rappelait plus. Moi, je pense qu'on a fini en 2017. En 2017. Ouais, je crois aussi, oui. Voilà, pour les étudiants qui viendront donc pour 2021-2022, est-ce que vous aviez un message à leur faire passer ? Venez, voilà, vraiment, il faut le faire. C'est gratifiant, voilà. Il faut venir, mais il faut être prêt. Il faut bien se préparer, se dire que ça va durer, que c'est pas court comme formation. Ça s'inscrit dans le temps, mais moi, c'est une période de ma vie que j'ai trouvée extraordinaire, quoi. Voilà. C'est pas que j'aime plus que ça retourner sur les bancs de l'université, hein. Mais voilà, c'est un changement de rythme, c'est un bout de vie qui pour moi m'a laissé un excellent souvenir et qui je pense m'a permis aussi de poursuivre ma carrière et qui m'a clairement boosté dans ma carrière, c'est une évidence. Tu penses que tu aurais été embauchée à Villeneuve-des-Maguelones si tu n'avais pas le diplôme ? Non, je ne pense pas. Je pense que ce diplôme a permis à mon employeur actuel de voir que je peux me remettre à travailler, que je me remets en question, pas remettre à travailler, remettre à étudier, dans ce sens-là, me remettre en question, que j'ai une force de travail
peut-être supplémentaire de quelqu'un d'autre qui n'aura pas eu la chance, parce que je pense que c'est quand même une chance de faire ce MAE. On parlait de sacrifice selon les mots de Monsieur Pouget, et voilà, c'est aussi une chance. Je pense que ça a été un vrai plus, et sans ça sur mon CV, j'aurais été moins crédible. Voilà, parce qu'en France, on est quand même très attaché au diplôme. On est attaché à ce qu'on est prêt à apporter, à l'investissement qu'on est prêt à prendre et à mettre en œuvre. Donc c'est vraiment un atout pour moi. Je suis sûre que sans ce MAE, non, je ne serais pas à l'heure d'aujourd'hui directrice générale des services de la ville de Villeneuve-les-Maguelone. J'en suis convaincue. C'est-à-dire que ça a du sens d'avoir un diplôme, et peut-être encore plus en formation continue. Hein. Oui, ça a du sens pour un employeur, un diplôme de cette qualité-là, de cette renommée-là, et d'avoir au milieu de sa carrière pris le risque de retourner à la vie étudiante, de s'être challengé. Et je pense que c'est une image forte, voilà, de la capacité de travail qu'on peut avoir à nos âges et avec nos expériences, de se remettre en question, de se remettre à étudier, de passer des examens. C'est une valeur ajoutée, j'en suis certaine. Un message, Ania, pour les futurs candidats ? Mais je rejoins un peu ce que Sylvie vient de dire, c'est qu'il faut s'y lancer, mais il faut se rendre compte de quoi on a parlé. Il faut faire un effort et maintenir l'effort pendant 2 ans. Alors on ne peut pas le faire en pensant que ça va être facile, et que très vite, si on ne fait pas un effort continu pendant les 2 ans, on va être débordé. Et bon, nous on a eu de la chance tous les deux de ne pas rater des examens. Mais si on rate un examen, on doit le repasser peut-être 6 mois, 9 mois plus tard. Et ça déjà, on avait parlé du fait de retenir des informations à nos âges, mais de ressortir des informations 9 mois plus tard, ça aurait été compliqué. Il y a des étudiants qui ont été amenés à abandonner au cours... Non. On a commencé à 12, on a terminé à 12. Ouais. Donc finalement, on n'a eu que des vrais challengers. Oui. Mais je pense que les gens, ils ont bien pesé le pour et le contre avant de s'inscrire. Ouais. Voilà, c'est pas Koh-Lanta avec on élimine au fur et à mesure les... ce soir. Voilà. Et c'est irrévocable. Voilà. Non, mais on a tous terminé, on a tous bien réussi. Enfin, je crois que on était tous dans les mêmes... On a bien fêté ça parce qu'on est quand même des étudiants. Et on a très bien fêté ça, oui. Le retour, oui, à cette vie étudiante et aux festivités étudiantes que vous avez certainement eues également par le passé. Oui. Et que vous avez pu retrouver. Écoutez, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, le Fox Lab a toujours 2 parties. En général, on fait un entretien, une interview avec les invités. Et puis, pour conclure sur une note un peu plus relax, on raconte toujours une petite anecdote. Donc, est-ce que vous auriez une petite anecdote, un épisode mémorable du MAE que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs ? Je pense qu'on est la seule team, en fait la seule promo à avoir fait un barbecue dans l'enceinte. Presque tous les samedis. Tous les samedis. De l'université. Très très souvent. On a fait des barbecues. Le principe, c'était tout le monde a amené quelque chose. Donc c'était le pique-nique. Le pique-nique. Voilà. Mais après, on a pris un niveau supérieur. Chaque pique-nique, le level. Oui. Et à force, il y a quelqu'un qui a amené le barbecue. Voilà. D'accord. Donc le pique-nique est devenu presque une coutume, oui, une institution. C'est pas une institution, pas une séance religieuse, mais en tout cas, quelque chose qui est devenu... Oui, mais c'est assez sympa parce que le samedi, il n'y a personne. Voilà. On avait tout l'espace pour nous. Ouais, tout lieu pour vous. Oui, mais tout le campus. Tout le campus, voilà. Voilà. Et c'était un moment vraiment de décompression, de convivialité. On est devenus amis, en fait. Oui, et chaque personne a amené peut-être leur spécialité de leur région. On avait un analogue. En commun, ce qu'on ne peut plus faire avec le Covid. Voilà, c'est plus compliqué. Voilà, moi j'ai découvert pas mal de spécialités françaises. Des spécialités françaises ? Oui. Lesquelles, par exemple ? Alors, et c'était Jérôme qui a amené des choses... Oui, c'est vrai. Je me souviens plus, mais on a quand même... Jérôme, Sébastien, on avait un œnologue avec nous, donc... un œnologue. Un viticulteur, un œnologue. Un spécialiste de Rome. Et on avait un spécialiste de Rome. Voilà. Ah oui, donc oui, vous avez... Sinon, on était très sérieux l'après-midi. On arrivait à suivre les cours. Oui, on parlait pas beaucoup. Mais on mangeait très très bien le samedi. Voilà.
fromage, tout le monde. Il y a des gens qui passaient au marché avant de venir. Donc Ouais. le samedi midi, Oui. Festif. et après, hop, on reprend les cours. Oui. Et... Et on tenait le choc le samedi après-midi. Je pense pas que les profs voyaient trop quand on avait festoyé le midi. On était sérieux quand même. Mais certains professeurs, on ne donnera pas les noms, se joignaient à nous les samedis midi. Oui. Ah, donc Ouais. pas seulement un pique-nique entre étudiants, mais avec le personnel de l'IAE. on va Oui, dire. oui. Voilà, Voilà, mais on pour ne être très dénoncera généraliste. personne. On ne dénoncera Même sous la torture. personne. Et bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette formation continue. Merci beaucoup d'avoir participé, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Et bien sûr, merci aux auditeurs qui auront suivi avec nous cet entretien, cette discussion qu'on a pu avoir tous les trois. En attendant le prochain épisode du Fox Lab, vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur le site web de l'IAE, tout simplement sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous écrire et si le cœur vous en dit, participez à ce podcast. Si vous avez, comme mes deux invités, une expérience, une histoire en tout cas à nous raconter vis-à-vis de l'IAE, tous les liens seront dans la description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Thank you, ladies and gentlemen.